Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. La COP 21, la 21e conférence sur le climat, se poursuit à Paris. Les stands de la Côte d'Ivoire dans le parc du Bourget ont été visités hier mardi par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, accompagné d'une forte délégation. On en parle avec Abiba Dambélé. Elle est notre envoyée spéciale sur place à Paris. Du 30 novembre au 11 décembre, l'avenir de la planète se décide à Paris. 150 chefs d'État, à travers leurs déclarations, unissent leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président Alassane Ouattara prend part aux travaux aux côtés de ses pairs africains. Le président ivoirien s'est engagé à poursuivre les efforts de la Côte d'Ivoire face à la menace que représentent les gaz à effet de serre. Il a réaffirmé lors de sa visite au stand Côte d'Ivoire, situé au pavillon numéro 2. L'Afrique est en force pour marcher vers un monde plus propre, n'est-ce pas, et avec des énergies renouvelables, et surtout avec des financements, n'est-ce pas, pour nous permettre de nous industrialiser à notre tour, mais de ne pas contribuer à la pollution mondiale. Nous faisons très peu d'ailleurs. Le continent a une contribution de 3 à 4%. Bien évidemment, les grands pays pollueurs, les 14 grands du G20 font 80% de la pollution mondiale. Et nous voulons qu'il y ait un accord à cette conférence. C'est important. D'abord, ça montrera que le monde est solidaire de la France après ces attentats terribles que donc la France a vécus. Et que nous devons également faire en sorte que cet accord soit contraignant, soit révisable en le renforçant et qu'il y ait des financements au bout pour permettre aux pays en développement, aux pays émergents de pouvoir se développer avec de l'énergie propre. Nous connaissons les conséquences nombreuses chez nous, les pluies diluviennes, un peu de sécheresse ici et là, l'érosion maritime, tous ces fléaux. Nous devons tout faire pour que l'augmentation des températures soit contenue à 1,5-2 degrés au maximum Celsius. Nous sommes optimistes. Nous pensons que nous devrions avoir un accord. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2030 et cette proportion pourrait atteindre 36% si un appui financier était obtenu. D'ores et déjà, le président français François Hollande a annoncé ce mardi un plan pour l'Afrique, 2 milliards d'euros pour aider le continent à se lancer dans les énergies renouvelables. Ce financement s'ajoute à la promesse d'un fonds vert d'un montant de 100 milliards de dollars par an. La Côte d'Ivoire compte également porter sa part d'énergie renouvelable dans son mixte électrique à 16% et mettre un coup d'arrêt à la déforestation, s'engageant ainsi à mieux gérer ses forêts et à concrétiser le concept agriculture zéro déforestation. En marge de la COP 21, le président Alassane Ouattara a eu un entretien avec le Premier ministre français Manuel Valls, qui l'a félicité pour sa brillante réélection. Et justement, présent donc à Paris dans le cadre de cette conférence des partis sur le climat, le président Alassane Ouattara se donne du temps pour d'autres activités. Il a rencontré, comme vient de nous le dire notre reporter Abiba Dambélé, le Premier ministre français Manuel Valls. Puis il a visité la Fondation Charles de Gaulle, présidée par l'ancien ministre français Jacques Godfrey, ancien ministre donc qui a retracé au président Alassane Ouattara la vie d'un homme hors du commun de sa naissance en 1890 à sa mort en 1970, en passant par ses combats, son appel à la résistance, la 5e République qu'il incarna, De Gaulle, un ami de l'Afrique, un ami du président Félix Houphouët-Boigny. Ici, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allé voir comment avancent les travaux de l'autoroute de Grand Bassam. Les finitions sont en cours. Le chef du gouvernement était accompagné des ministres des infrastructures économiques et du budget. Ensemble, ils se sont rendus compte de l'évolution des travaux. Christelle Menon. Le ministre des Infrastructures économiques, celui en charge du budget, aux côtés du Premier ministre ce 30 novembre sur l'autoroute de Grand Bassam. C'est une visite à 3 temps forts, les travaux de sécurisation de l'autoroute, l'aménagement du bord de mer et l'installation des conduits d'adduction d'eau potable depuis la station d'eau de Beaunois.
Il faut faire vite. Des instructions ont été données. Ce sont les travaux de finition de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, dont l'ouverture a été décidée par le président de la République lors de son passage à Grand Bassam. Et il avait indiqué qu'il souhaiterait que les choses soient prêtes de manière à ce que l'inauguration intervienne vers la fin de l'année. À la fois donc pour l'aménagement des abords, disons que le fleurissement, on est tombé d'accord sur le principe à ce niveau, mais nous avons vu aussi le problème donc de l'accès à la mer. En général, les bords de mer, c'est fait pour une promenade, c'est fait pour permettre un délassement de la population, notamment durant le week-end. Donc un travail sera fait dans ce sens. Le problème de la lumière aussi, puisque là aussi, il y a un dossier qui est fait. En tout cas, le ministre Achille Patrick a fait un dossier global. Nous allons discuter donc avec son collègue en charge donc, du budget, de manière à ce que nous puissions donc boucler ce dossier dans les délais qui sont donc convenus. On parle d'autoroute, mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons en parallèle la construction donc, de l'eau, avec les pipes là, qui doivent amener pour disons 80 000 m3 à nouveau d'eau de Beaunois ici. Au total, nous allons avoir 160 000 m3. Les premiers 80 000 m3 ont été faits et le deuxième est en cours actuellement par le bord de mer pour aller encore plus vite. Et tout ça devait être terminé donc, dans les délais indiqués jusqu'à 2017. Lancés en août 2012, les travaux de construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam étaient prévus sur 30 mois pour un coût de 62 milliards de francs CFA, dont environ 52 milliards empruntés à l'Exim Bank de Chine. Lors du lancement, le président de la République déclarait, je cite, « C'est un projet important qui devrait permettre d'accélérer l'accès à Grand Bassam, de valoriser les importants potentiels économiques, touristiques et sociaux de la région. » Archibat 2015, c'est reparti. Le Salon international de l'architecture et du bâtiment a ouvert ses portes hier, 1er décembre. Faites-le avec l'architecte, c'est le thème de cette édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était au lancement hier matin. On en parle avec Sidonie Davila. 5 ans déjà que le Salon international de l'architecture et du bâtiment, Archibat, se positionne comme un passage obligé pour tous les acteurs majeurs du bâtiment. Faites-le avec l'architecte. Le thème de cette année invite à une sensibilisation du grand public à recourir à l'architecte dans tout projet de construction. Faites-le avec l'architecte, loin d'être un slogan, s'inscrit dans la problématique de la qualité, de l'optimisation de l'acte de bâtir et de l'ouvrage pour un mieux vivre de la population. J'entends encore la rengaine, l'architecte est cher. Il n'y a pas un architecte pour riches, pas un architecte pour pauvres, il y a un architecte pour l'ensemble de la société. Et les honoraires d'architecte s'adaptent à toutes les situations. Mais le sujet fait débat. J'ai saisi cette occasion pour inviter les architectes à se rapprocher des populations, car très souvent, ils sont vus comme des professionnels inaccessibles, réservés à une classe sociale supérieure. Cette perception doit être dépassée ou brisée pour que de plus en plus les populations de classe moyenne puissent s'adresser à vous pour tous leurs projets immobiliers et bien sûr le faire avec vous. Je vous invite donc à trouver des mécanismes simples et novateurs en vue de définir des honoraires accessibles pour les maisons ordinaires. Au cœur de cette édition, pour conseiller et orienter, les architectes veulent réussir le pari de réaliser des habitats aux normes économiques et durables, initiative appréciée par le gouvernement. C'est une vitrine importante pour tous les métiers du bâtiment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je disais tantôt, on a l'habitude de dire que quand le bâtiment va, tout va. Et je suis heureux que ce travail avance. Les Ivoiriens ont besoin effectivement de logements. Le déficit de logement en fait est autour de 500 000 logements, 500 000 unités. Donc il faut construire vite et bien, mais à des coûts qui soient des coûts acceptables pour la population, la grande masse de la population. C'est la raison pour laquelle en fait il y a ce débat au niveau des architectes. Je voulais donc encourager donc, nos nationaux. On a vu des nationaux dans le domaine de la menuiserie par exemple faire de belles choses, dans le domaine de la décoration, de manière à ce qu'on ait donc un ensemble de corps qui puissent nous permettre donc d'avoir
des bâtiments de tout niveau, de qualité, ici au niveau de la Côte d'Ivoire. Des innovations de taille sont enregistrées, l'ouverture d'une école d'architecture prévue pour ce mois de décembre et l'introduction des TIC pour permettre une visite du salon via un smartphone par une application. En bref et en images, hier, mardi 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida. Des progrès ont été faits dans le domaine de la recherche. De nombreux traitements existent, mais on ne guérit pas encore du sida. Guillaume Zéré et Delphine Gla nous feront le point de ces recherches dans nos prochaines éditions. L'ONG Alliance Côte d'Ivoire, elle, est spécialisée dans le soutien à l'action des communautés et des organisations de la société civile pour réduire l'expansion et l'impact du VIH-Sida. En cette 28e journée mondiale de lutte contre le sida, elle et ses partenaires ont organisé un village communautaire pendant 2 jours à Trècheville. Elle vise à mettre l'accent sur le renforcement de la lutte contre le sida en ciblant le couple mère-enfant afin de s'inscrire dans le thème national aux transmissions mère-enfant au 0 décès lié au VIH chez l'enfant. Reportage Félix Amani. Commune de Trècheville, un village communautaire créé pour la sensibilisation sur le VIH-Sida. Palais de la Culture, le Grand Marché et la gare de Bassam investis. Au menu, des séances de dépistage gratuites. Cette action est l'œuvre d'Alliance Côte d'Ivoire, une ONG qui œuvre dans le domaine de la prévention du VIH. En cette 28e journée mondiale de lutte contre le sida, elle apporte ainsi sa contribution pour renforcer la lutte contre le sida en réduisant la transmission mère-enfant. Les communautés et organisations de la société civile de lutte contre le sida ont bien accueilli les actions menées par cette ONG. Une marche blanche, une marche avec des bougies s'est effectuée de l'hôpital du Pont au Palais de la Culture en commémoration des personnes décédées du VIH-Sida. Le reportage de Félix Amani a été commenté pour vous par Doua Delazer. La commune du Plateau et les ponts Félix, Houphouët-Boigny et Charles de Gaulle sont désormais interdits d'accès aux taxis banalisés et aux minicars appelés Gbaka. Les forces de l'ordre veillent au strict respect de cette mesure. Les précisions d'Abou Sanogo. Désormais, il n'est plus question qu'un véhicule de transport en commun, fût-il Gbaka ou Woro, fasse le transport au-delà de pont Félix Houphouët-Boigny et de Gaulle. L'exclusivité du passage au-delà de ces 2 ponts est uniquement réservée aux bus de la Sotra, selon le préfet de police d'Abidjan. Nous serons très fermes là-dessus. À partir de ce jour jusqu'à nouvel ordre, les contrôles vont s'accentuer et se feront de plus en plus avec beaucoup de rigueur. D'autres tests seront appliqués. Ils concernent l'interdiction de circulation des véhicules avec les vitres teintées. L'interdiction de circulation des véhicules avec des plaques fantaisistes, les véhicules qui circulent avec des vitres teintées, tout cela est interdit. Il faudrait que nos compatriotes, nos concitoyens le sachent et que nous ne fassions pas de défiance à l'autorité. Et les couloirs réservés aux autobus de la Sotra. C'est devenu monnaie courante. Quand on se sent pressé, on emprunte ces couloirs. Mais ce n'est pas normal. Il n'est plus question d'autoriser qui que ce soit à emprunter ces couloirs. De même que l'usage du téléphone au volant. Les usagers sont donc invités au respect du code de la route. Tous ceux qui se mettront en marge de l'application de ce code feront également l'objet de sanctions. Ils se verront retirer les permis de conduire, qui cette fois-ci ne fera pas l'objet de contraventions à payer. Si un tel cas est constaté que le permis est retiré, nous allons demander que ces permis-là soient transmis
à la commission de retrait de permis du ministère des Transports. L'opération de contrôle des véhicules de transport en commun qui traversent les ponts Félix Houphouët-Boigny et de Gaulle a permis la saisie de 57 véhicules. Depuis le lundi 30 novembre et ce jusqu'aujourd'hui 2 décembre se tient le séminaire international sur la gestion technique de la copie privée. 12 pays africains y prennent part. Cette redevance instaurée pour renforcer la perception des droits d'auteur et mieux contrôler la propriété intellectuelle et artistique n'est appliquée que dans 2 pays africains. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC, basée en France, sensibilise les dirigeants africains en vue de sa mise en œuvre effective. Serge Coléa pour les détails. La rémunération pour copie privée est une redevance appliquée sur tous les supports analogiques ou numériques susceptibles de contenir de la musique, des vidéos, des textes ou des images. Elle est payée au moment de l'achat par l'importateur ou le fabricant sur les CD, DVD, clés USB, disques durs, tablettes ou autoradio. Cette rémunération permet aux artistes, aux auteurs et aux créateurs de survivre. Très peu de pays dans le monde qui ont introduit ce système. Et donc nous, on travaille pour que la rémunération soit présente dans tous les pays. Ce prélèvement contenu dans une loi appelée « Loi sur la copie privée » n'est pas encore appliqué en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains. Cette rémunération est prévue pour être perçue et reversée aux titulaires de droits pour compenser leur manque à gagner. Malheureusement, depuis 19 ans, cette rémunération n'est pas perçue. Et donc, ils subissent ce manque à gagner. Et c'est ce qui explique un peu aussi la paupérisation du monde de la culture ici en Côte d'Ivoire. Pour le moment, en Afrique, nous n'avions que 2 pays, à savoir le Burkina Faso et l'Algérie, qui gèrent la rémunération pour copie privée. Et cette rémunération représente au niveau de ces 2 pays 60% des recettes à elle seule. Ce séminaire de formation sur la gestion technique de la copie privée est l'occasion de faire l'état des lieux sur la question. Un avant-projet de loi est adopté par le gouvernement et qui est sur la table des députés. Et je pense que dans le premier trimestre 2016, cette loi sera adoptée au bénéfice des créateurs. En attendant l'application de la loi sur la copie privée en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays africains, le CISAG, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, forme les agents des maisons du droit d'auteur. 3 jours durant, 12 pays africains participeront à ce séminaire qui vise à la mise en œuvre et à la perception des taxes liées à la copie privée. Roch Marc Kaboré, 58 ans, a été élu président du Burkina Faso selon les résultats de la présidentielle annoncés dans la nuit de lundi à mardi. L'aboutissement d'un long parcours pour cet homme politique qui fut bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré avant de passer dans l'opposition. À Nairobi, la simulation d'une attaque terroriste a eu des conséquences dramatiques lundi 30 novembre. Un employé de l'université a été tué et plusieurs étudiants ont été blessés dans un violent mouvement de panique provoqué par un exercice de sécurité. En quelques secondes, lorsque les étudiants et le personnel ont entendu des tirs et vu des hommes vêtus de noir surgir sur le campus, ce fut le chaos. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des étudiants dangereusement perchés, debout sur des corniches étroites au 3e et 4e étage d'un bâtiment. Le pape François a quitté Bangui pour Rome au terme d'une tournée africaine au Kenya, en Ouganda et en Centrafrique. Ces 2 jours de déplacement à Bangui, placés sous la surveillance de la force onusienne MINUSCA, auront suscité la ferveur des Centrafricains. Ferveur et espoir dans une paix et une réconciliation que le pape a prêché à chaque étape de sa visite. Alors que la COP 21 se déroule à Paris depuis lundi 30 novembre, aux États-Unis, la majorité républicaine du Congrès vote contre le plan climat de Barack Obama. La réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et des normes de pollution très strictes pour les futures centrales thermiques. Ces 2 réglementations de l'Agence de protection de l'environnement ont été annulées par un vote de la Chambre des représentants hier, mardi et
1er décembre. En revanche, les États-Unis vont envoyer plus de forces spéciales en Syrie afin d'enrayer la progression du groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé hier le secrétaire d'État à la Défense, Ashton Carter, devant la Chambre des représentants. Depuis les attentats de Paris, les auditions sur la lutte contre les terroristes de l'EI se multiplient. Au Congrès, les élus démocrates et républicains demandent donc une intensification de l'action militaire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bonne suite de programmes sur notre chaîne. RTI 1, la chaîne qui rassemble.